de télévision. Si vous voulez nous rejoindre à nous, encore une fois, je vous dis bonsoir. J'espère que ça va très bien. Vous êtes en forme de bonne humeur, comme moi-même. Eh bien, nous sommes actuellement, en fait, dans un lieu absolument extraordinaire. Nous parlons ici donc du Centre des Arts de la Maison d'Haïti, situé sur Émile Journoud, donc en plein Montréal. On est donc dans le coin de Saint-Michel. En fait, on parle ici des rencontres entre les artistes afro-urbains et les Montréalais de toute origine. Donc, on parle ici, bien sûr, de la culture et plus près du citoyen. Le thème, donc, les racines du futur, le festival Afro Urban Fest. Dans les minutes qui vont suivre, on va avoir quelques interviews. On va également vous présenter des aspects de ce grand moment. Pour nous, ce soir, à l'émission, on vous parlera beaucoup de quelque chose d'extraordinaire. Nous parlons ici donc de la célébration ici des créateurs de mode d'ici donc à découvrir. Alors, dans les minutes qui vont suivre, on va avoir une interview avec l'organisatrice même de cet événement. Je vous le rappelle, qui a lieu à la Maison d'Haïti. Évidemment, dans la soirée, on va vous présenter aussi quelques extraits de ce défilé de mode. Alors, bougez pas, ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Tel que je vous l'ai dit ce soir, mes amis, ça bouge, ça chauffe. En fait, nous sommes dans le quartier Saint-Michel, je pense que vous connaissez très bien. Et nous sommes actuellement donc au Centre des Arts de la Maison d'Haïti. Et on parle naturellement du festival afro-urbain. C'est la 2e édition. Et nous parlons avec la reine de ce festival, naturellement. Bonsoir. Bonsoir Henri, merci de venir assister à cette 2e édition. Comme tu l'as si bien dit, on est à la Maison d'Haïti, dans le Centre des Arts de la Maison d'Haïti. C'est important pour nous de créer cette plateforme de célébration, de diffusion, d'accompagnement de nos artistes dans le cœur de ce quartier si populaire pour son rayonnement, l'héritage qu'il laisse dans Montréal. Aussi de créer un festival où on peut non seulement célébrer, mais aussi discuter, échanger, réfléchir et donner une place privilégiée à nos artistes et nos entrepreneurs créatifs. Alors, c'est la 2e édition. Moi, il y a une question qui me foisonne quand même. Qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a conduit à la création de ce festival? Ce n'est que la 2e édition, Ouais. alors que moi, qui suis haïtien aussi quelque part, qu'on le veuille ou non, Haïtien par choix. et mon cher, ça devait faire depuis longtemps qu'il devait avoir ce type de festival. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour finalement arriver à ce gros festival? Ben, les bonnes choses prennent du temps, hein? Il faut pouvoir aussi se donner les moyens et je crois que il y a des événements dans la vie qui font que tout concorde bien. La Maison d'Haïti existe depuis plus de 40 ans. C'est un organisme qui offre des services non seulement à la diaspora haïtienne, qui représente à peu près 40% de sa clientèle, mais aussi à tout le reste de la population montréalaise qui représente plus du reste. Mais depuis qu'on a aménagé dans ces nouveaux locaux ici, c'est vraiment trop magnifique. On s'est octroyé un nouveau mandat avec le Centre des Arts, c'est de vraiment diffuser, rayonner, se rapprocher du citoyen qui, dans des quartiers comme le quartier de Saint-Michel, n'ont pas forcément comme priorité de consommer la culture, les arts, d'aller dans les centres de cette métropole pour le faire. Alors, un espace comme celui-ci, qui est plus près du citoyen, permet de faire ça. Et en ce moment, on est dans la décennie qui célèbre l'héritage, le legs de toutes les personnes de descendance africaine. Donc, on est dans cette décennie de célébration qui a été déclarée par l'UNESCO. Ça s'étend de 2015 à 2024. Donc, avec tout ça pris en considération, je pense que la table était parfaitement mise pour pouvoir créer un événement comme celui-là à l'intérieur du calendrier du mois de l'histoire des Noirs. Justement, mois de l'histoire des Noirs. Je vais juste rappeler à nos téléspectateurs qui vous suivent religieusement actuellement, juste nous faire une idée approximativement. On peut parler ici de la population de la diaspora haïtienne. On peut les situer à peu près à combien de personnes si on parle de Montréal? J'en ai aucune idée. Ils sont nombreux. Je sais qu'on est très nombreux et ce festival s'adresse à tous ces gens issus de cette diaspora, mais surtout à toutes nos communautés issues de descendance africaine. On en a beaucoup, hein? Les Afro-Africains,
afro-latins, les afro, mon Dieu, il y a des Blacks partout sur la planète et on a tous quand même des histoires communes, mais aussi très différentes. Et ça se manifeste aussi de façon différente dans la façon qu'on articule nos entreprises, nos expressions artistiques, même notre langage. On ne parle pas tous la même langue. Donc, je pense que c'est important de souligner ces différences à travers nos ressemblances. On n'est pas tous pareils. On n'a pas, on ne défend pas tous les mêmes causes. Donc, je pense que c'est la pluralité de tout cela qui rend notre héritage si riche et si important. Il faut commencer à le documenter parce que le peuple noir, la présence du citoyen noir, c'est pas quelque chose de nouveau sur le territoire québécois, mais je pense qu'on a failli à le documenter et là, c'est le temps de le faire. C'est pour ça qu'on octroie toujours un thème depuis la première édition au festival. L'an dernier, c'était traces et présence. Grâce aux traces qui ont été laissées, on peut être si présent aujourd'hui. Et les traces qu'on laisse aujourd'hui vont porter les générations futures. Cette année, le thème qu'on a eu envie d'accoler au festival pour s'en inspirer, c'est Racines du futur. Alors voilà, on a besoin d'être inspiré justement pour nous porter tout le reste de l'année. Le mois de l'histoire des Noirs, en fait, c'est le 365 jours de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs, c'est l'histoire de l'humanité. Tout à l'heure, on va suivre, on va présenter aux téléspectateurs un défilé de mode. Il y aura un peu plus tard Madame Lorraine Classen, qui va exhiber. Un grand hommage à chaque année. En fait, depuis la première édition, ça a toujours été important pour nous de rendre hommage à un doyen de nos scènes urbaines. L'an dernier, c'était le grand Doudou Boissel qui a initié l'idée du festival de jazz. Et cette année, ce sera la grande Lorraine Classen qui célèbre quand même 40 ans de carrière ici au Canada. On n'a pas eu l'occasion de venir avant, juste pour faire une espèce d'assemblage. Qu'est-ce que le public doit retenir? Parce qu'il y a eu quand même plusieurs jours, nous sommes le vendredi, mais il y a eu quand même plusieurs jours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu globalement? Qu'est-ce qu'on peut retenir en dehors de ce soir? Parce qu'il y a eu quand même des thèmes très importants auxquels je n'ai pas pu personnellement assister. En fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a discuté de pas mal de sujets très pertinents qui fait en sorte que la société bouge et qui fait en sorte que la société puisse ressembler à ce à quoi on aspire. Donc, on a laissé la place au festival Massimadi. On a créé un partenariat avec ce festival si important ils ont eu la chance de discuter des 40 ans de lutte au Québec, où ce qu'on en est, faire un constat. On a parlé d'économie, l'impact économique des peuples noirs ici au Québec. On a pu aussi découvrir de nouveaux artistes. On a parlé du grand hommage, le défilé de mode. Ce matin, il y avait le souk, c'est-à-dire un marché où ce qu'on a pu présenter et découvrir plusieurs entrepreneurs créatifs de la communauté. Quel autre highlight? Tout plein d'ateliers pour justement tester des passions et découvrir de nouvelles belles personnes, d'ados cosmétiques avec les soins pour les peaux foncées en utilisant que des produits naturels, des huiles, des gommages, un atelier de danse. 4 jours quand même. On a aussi eu des projections de films pour justement intéresser les jeunes du quartier à la sortie des écoles, suivi de débats avec les réalisateurs qui sont d'ici. Donc, c'est vraiment une plateforme laboratoire pour célébrer, discuter, réinventer le monde pour qu'il justement ressemble un peu plus à ce à quoi on aspire. Tout à l'heure, nous allons présenter le défilé de mode, mais avant tout ça, il y a des personnes qui ne sont pas venues, qui n'ont pas pu venir. Ils sont québécois, naturellement, ils sont africains, ils sont haïtiens même, ils sont pris par le travail et autre chose. L'année prochaine, c'est certain qu'il y aura autre chose. Je vais vous laisser le mot de la fin. Quoi dire à tout ce monde-là qui ne sont pas venus, que l'année prochaine, on les attend ici, alors sérieusement. Alors, c'est un festival qu'on met sur pied. C'est toute une équipe. Ce n'est pas que moi, je suis la mascotte. Donc, toute l'équipe et la famille de la Maison d'Haïti, à travers le Centre des Arts, vous invite à prendre part
Ben, la deuxième édition n'est pas complètement terminée, mais bon, c'est une émission qui sera présentée probablement en différé. Donc, le rendez-vous, c'est vraiment pour la troisième édition. Ce sera fort probablement en fin février 2021. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook qui est sous le nom du Festival Afro-Urbain, ou notre site web ou notre page Instagram. On ne sera pas frileux à partager avec vous les informations et les highlights des 2 premières éditions. Alors, je vous souhaite une bonne année et je vous dis à très bientôt. C'est un espace de création et de diffusion à Saint-Michel. C'est le seul espace à Saint-Michel où les artistes de la diversité peuvent venir exprimer leur savoir-faire en art visuel, en art de la scène. Le centre existe depuis déjà La Maison d'Haïti existe depuis 47 ans. Mais 47 ans. Mais le centre de la Maison d'Haïti existe depuis 3 ans. Nous sommes dans la 3e année et nous avons une programmation artistique très variée. Par exemple, la programmation d'hiver, nous avons des artistes comme Eddie Firmin, un artiste en art visuel. Sa démarche est sur la décolonialité. Et aussi, nous avons aussi 5 spectacles par année que la ville nous octroie avec des professionnels du cirque et du théâtre, etc. Et aussi, nous avons des expositions en art visuel. Par exemple, l'artiste Malichous va exposer en avril. Comme j'ai dit, Eddie Firmin va exposer pour le mois de mars, tout le mois de mars. Et l'exposition s'intitule Une histoire de famille. Et c'est sur la décolonialité, c'est sur le décolonial, le thème décolonial. Et aussi, nous avons... Le terme décolonial. Exactement, c'est sur la décolonisation, tu vois, parce que le fait qu'on a été colonisé, il y a certains réflexes, inconsciemment, on répète ce que les colons nous ont indiqué. Alors là, jusqu'à présent aussi, on tente de parler à travers, pour nous. La décolonialité, c'est que ça cesse maintenant. Comme c'est très difficile d'être totalement séparé de la colonie, mais quand même, il y a des artistes qui s'expriment à travers ce thème-là, sur la décolonialité. Voilà, c'est ça. Et puis, aussi, nous avons aussi un artiste phonographe qui va exposer sur le vaudou. Je crois que c'est pour le 27 février. Et aussi, l'artiste Atibon, il a fait des recherches sur la musique traditionnelle haïtienne, la musique de vaudou, qu'il les a mis d'une façon très contemporaine, qui va aussi performer pour le mois de février. C'est ça. Et puis aussi, c'est moi qui étais le commissaire de l'exposition en art visuel sur le thème de les racines du futur. On a eu 7 artistes. Moi, je suis un artiste aussi. J'ai exposé mes œuvres aussi. Et il y a aussi l'artiste Malichous qui expose, Edia Prophète. Il y a aussi Olivier Villers, aussi Clovis Desvorieux. Et c'est ça, total de 7 artistes qui exposent pendant les 4 jours du festival. Est-ce que pour vous, ça a été un succès? Totalement, c'est un succès. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ça a été un succès, le festival. C'est un succès. Et puis l'expo aussi, ça a été très bien, très bien. Les artistes ont pu exprimer leur savoir-faire à travers ce thème-là. On peut dire approximativement combien de personnes se sont présentées ici au centre Disons le festival? à peu près 200 personnes par jour. 200 personnes par jour? Oui, exactement. Hier, c'était le succès total avec la compagnie Forward Movement. C'est une compagnie de Battle Dance. Il y a eu à peu près 150 jeunes qui sont déplacés pour ce spectacle-là. La Maison d'Haïti existe depuis 1972, mais on est dans les locaux ici depuis 2016. Les locaux que nous avons construits d'ailleurs pour nous. Donc, pour vous, c'est vraiment une vraie réussite, là. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on rêvait. Quand on a conçu la nouvelle Maison d'Haïti, on a voulu donner toute une dimension artistique et culturelle donc, à l'organisme. Et pour nous, le Festival Afro-Urbain, c'est l'aboutissement finalement de ce qu'on voulait. C'est-à-dire donc une vitrine pour l'art des Afro-descendants de Montréal. Et ça, c'est fait dans l'arrondissement Saint-Michel, nulle part ailleurs qu'à Saint-Michel. Pourquoi Saint-Michel? Parce que c'est là que les communautés culturelles se trouvent, c'est là que la majorité des Afro-descendants habitent. Et donc, c'est normal que les gens viennent dans le quartier et non pas que nous allions vers les gens, ils doivent venir vers nous. Voilà. On est content de vous avoir sincèrement parce que la Maison d'Haïti, pour moi, c'est tellement beau d'entendre un nom comme ça, la Maison d'Haïti. Ça fait famille, ça fait chaleureux, ça fait aussi secours. Quel rôle la Maison d'Haïti a joué, du moins dans, comment dirais-je, dans la vie des Haïtiens
depuis ces dernières années? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées quand même. Oui, en fait, la Maison d'Haïti, je pense que c'est les... Vous savez, on a commencé le programme, donc ce projet de Maison d'Haïti en 1972. C'est vraiment les étudiants, ça a été créé par des étudiants haïtiens à l'époque. Et donc, ils ont eu cette lumineuse idée de l'appeler Maison d'Haïti. Et donc, effectivement, il y a une connotation effectivement très, très chaleureuse et très on prend soin de vous. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait depuis 40 ans. Nous prenons soin de la communauté. Et je pense qu'à chaque moment où il y a eu des difficultés dans la communauté, nous étions là. Comme le tremblement de terre, comme la crise des migrants. Chaque fois qu'il y a eu des vagues de migrants, chaque fois qu'il y a eu des crises, nous étions là pour prendre soin. Et nous prenons soin tous les jours de la communauté. Sauf qu'effectivement, un organisme communautaire, c'est du travail, je veux dire, c'est du travail silencieux. C'est-à-dire qu'on prend soin des gens, les gens vont mieux. Donc, puisque ça va mieux, on n'en parle pas. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça aussi que l'aspect culturel, pour moi, c'était quelque chose qui font partie des services essentiels qu'on doit donner à une population. Il ne suffit pas de dire je vais travailler au niveau de l'éducation, au niveau des soins qu'on va donner aux gens. La culture et l'art, c'est essentiel dans la vie des gens et c'est essentiel dans le développement des gens. Donc, et c'est essentiel aussi dans le développement d'une communauté. Donc, pour nous, l'aspect artistique était essentiel. Avez-vous cette impression aujourd'hui d'avoir réellement réussi? Est-ce que le public haïtien a très bien répondu? Je pense que le public, vous savez, on a élargi un petit peu aussi au bout de 40 ans. On ne dessert pas que les Haïtiens, on dessert d'abord les gens du quartier qui sont de toutes origines. Et quand on fait le festival afro-urbain, c'est pas seulement pour les Haïtiens, c'est pour tous les afro-descendants de Montréal. Donc je pense qu'on a élargi aussi nos ambitions. Hein. Et donc on veut desservir plus large que la communauté haïtienne. Alors ma toute dernière question, cette deuxième édition, vos commentaires? Je pense que ça va. C'est encore mieux que l'année dernière. On a rejoint plus de monde. On a sensibilisé plus de gens. Et je pense qu'il y a encore plus d'artistes qui sont venus démontrer leur œuvre. Et donc, moi, je pense que c'est une réussite. Et la 3e édition sera encore meilleure. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et ça fait quand même plus de 30 ans que je suis à la Maison d'Haïti. Je suis d'ailleurs un enfant de la Maison d'Haïti depuis sa naissance en 72. Je dirais que depuis 74, j'ai porté divers chapeaux ici, soit comme bénéficiaire étant jeune, et aussi je suis venu travailler à la Maison d'Haïti. J'étais même au niveau du conseil d'administration. Et présentement, je travaille avec les jeunes. Je me suis concentré depuis quelques années de travailler. Je suis responsable jeunesse 5-12 ans et je m'occupe des enfants. Pendant l'hiver, c'est l'aide aux devoirs et pendant l'été, il y a un camp de jour. Et pendant la semaine de relâche qui va avoir bientôt, on a aussi un petit camp pendant la semaine de relâche avec les enfants. Alors, j'organise les activités pour eux. Et on essaie de les aider surtout avec les devoirs parce que nous avons beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de difficultés. Alors c'est d'essayer de les encadrer le plus possible. Et je me concentre avec les enfants parce que je pense qu'on peut avoir beaucoup plus d'influence sur ce qu'ils vont être le lendemain. Alors, oui. Je retiens une année que vous avez mentionnée, 1972, oui, précisément. Si j'ai bonne mémoire, 72, je pense que François Duvalier est encore au pouvoir. Oui, ça veut dire que François Duvalier est mort en 72, mais c'est son fils, Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, qui est au pouvoir. Qui prend le pouvoir. Oui, effectivement. Mais c'est une continuité de Et justement, on se rappelle d'une période absolument incroyable où la diaspora haïtienne quitte Haïti depuis déjà les années 60, même devrais-je dire, pour New York et autres. On en a connu même qui sont venus chez nous, au Congo même. Mais 72, ici à Montréal, peut-on déjà parler d'une diaspora haïtienne qui est déjà installée ici en 72? Oui, on peut commencer à en parler parce qu'effectivement, il va y avoir une vague qui va entrer en 71. D'ailleurs, c'est ça qui a permis la naissance de la Maison d'Haïti. Justement, cette vague-là est composée d'universitaires, des professeurs et autres, médecins, avocats et autres. Oui,
mais il faut dire la première vague dans les années 60, surtout composait de ces gens-là. Mais à partir de 72, on va voir plus la classe moyenne, mais quand même, il y a des professionnels à l'intérieur de ce groupe-là. Aujourd'hui, évidemment, on parle d'une très grande diaspora. Vous vous occupez des enfants, et donc comme tel, vous avez parlé des problèmes. Quel type de problèmes vous réglez ici? Bon, on règle toutes sortes de problèmes à la Maison d'Haïti. On essaye de, comment je pourrais dire ça, encadrer les gens, les nouveaux arrivants, pour pouvoir leur faciliter d'être des citoyens, je dirais, participantes à la vie ici et de réellement prendre en main leur destin. Alors, à l'intérieur de ça, nous allons avoir les programmes avec les enfants, des programmes avec les parents, parce qu'on fait aussi différents programmes pour encadrer les parents et surtout de voir au niveau des enfants, d'avoir, comment je pourrais dire ça, comme chez nous, le village qui s'en occupe. Nous sommes en plein mois de l'histoire des Noirs. Vous célébrez aujourd'hui votre deuxième édition, on parle du festival afro-urbain et en anglais Urban Fest. Qu'est-ce que le public qui nous suit actuellement doit retenir? Ce que le public doit retenir, je pense, c'est surtout que nous essayons à travers ce festival de promouvoir la culture noire en général et la culture urbaine qui est ici, et que ça, c'est l'image positive de ce que nous faisons, et pour pouvoir encourager les jeunes à dire, mais voilà, nous sommes là, nous sommes présents, nous avons une culture et vous avez un bagage qui va vous permettre d'être un plus bon citoyen demain. Oui, bonjour. Michael P. Farkas, président de la table ronde du mois d'histoire des Noirs à Montréal. Alors, je suis enchanté de vous causer. C'est un honneur, vous savez, de vous avoir parce que c'est quand même quelque chose de très gros. Et je voulais que le public retienne ce nom-là, même si on vous voit déjà à la télévision depuis de très nombreuses années. Mais vous êtes quand même si vous êtes très humble, parmi les gros instigateurs de ce gros événement marquant, en fait, dont on parle maintenant un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, mais merci beaucoup, mais je reste quand même humble devant ce que vous dites, dans le sens que je fais ma part. C'est sûr qu'il y a un momentum dans le moment pour édifier les histoires des communautés, de personnes d'afrodescendance. Et que oui, le branding dans le moment est pas mal international. Black History Month, mois Histoire des Noirs. Alors dans ce sens-là, je crois que et ça me fait même dire qu'il faut que ça continue. Il y en a qui se demandent, bon, quand est-ce le jour que ça termine, mais c'est un coup fumant pour finalement éduquer les gens qui ne l'ont pas été souvent et documenter, s'intéresser. Et ça en vaut le coup. Justement, j'aime bien revenir, moi, un petit peu aux circonstances. Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Quelles sont les circonstances, finalement, qui ont permis même, comment dirais-je, à la création de ce type de, comment dirais-je, d'événements en Amérique du Nord et plus particulièrement ici au Canada? Effectivement, Carter J. Woodson, son rêve, lui était professeur, tout ça en 1926, et il a commencé une semaine d'héritage de l'histoire des Noirs pour documenter puis faire intéresser tous les gens qui le seraient aux États-Unis. Et c'est devenu, par après, en 76, aux États-Unis, le mois de l'histoire des Noirs. En 92, à Montréal, avec Jean Doré, on a aussi travaillé très fort. Le mois de l'histoire des Noirs a débuté. On en est à notre 29e édition. Au fédéral, ça a été c'est la sénatrice Jean Augustine en 95. Et au Québec, c'est arrivé en 2006, je pense avec Yolande James, entre autres. Alors, c'est devenu graduel. C'est pour tout le monde parce que c'est l'histoire de l'humanité. Mais on met l'insistance pour parler de l'Afrique, qui est quand même le berceau de l'humanité. Alors, pour l'inscrire dans cette histoire de l'humanité, et puis qu'on puisse cheminer tous ensemble parce qu'on a été longtemps dépourvus de connaître ce qu'était notre histoire. Quand on lit un petit peu l'histoire comme telle des Noirs, il y a des éléments qui ressortent de plus en plus.
Et l'une des questions dont je me pose, moi, c'est que l'histoire des Noirs, quelque part, vous me corrigerez, aurait été faussée. On a faussé sciemment l'histoire du monde noir, l'histoire des nègres, des noirs comme tels. Et aujourd'hui, on a cette impression qu'avec des événements que nous présentons là, on est en train d'essayer de corriger un petit peu cela. Moi-même, très surpris d'apprendre que les Noirs ont inventé beaucoup de choses grâce à vous. Vous m'avez remis quelque chose, un genre de document avec les photos à l'appui des Noirs qui ont créé, qui ont inventé des choses extraordinaires. J'ai appris moi-même. Oui, dans le moment, on réhabilite, on écrit nous-mêmes. On est tanné que ce soit finalement même celui qui nous a mis en esclavage, ou celui qui nous a colonisés, ou celui qui est même qui est le colonisateur, comme que ce soit en Afrique ou ici, que ce soit lui qui soit aussi le narrateur et toujours que ce soit lui qui raconte notre propre histoire. Alors on reprend dans le moment un peu réellement l'histoire même, notre histoire, en s'appuyant même sur ce que nous connaissons et ce que nous savons depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écrits. On sait que chez les religieux, il y a énormément de documentation il faut même la déchiffrer, la regarder, parce que quand même si elle porte préjudice aux Noirs, mais elle comporte quand même des éléments d'histoire auxquels il faut se référer. Mais on veut devenir une des principales références, et c'est ce qu'on fait dans le moment partout un peu sur la Terre, avec nos professeurs, nos universitaires, tout le monde, avec nos grands-mères, même nos grands-pères, on réhabilite l'histoire aussi pour y mettre réellement notre version ou c'est pas une version, mais rétablir les faits. L'histoire, c'est des faits. Et puis oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont échappé ou qui ont été négligées, qui n'ont pas été documentées comme de fait. Alors nous le faisons. Ma dernière question, j'ai entendu des commentaires des nombreux jeunes qui se demandent mais pourquoi célébrer le mois de l'histoire des fêtes noires. C'est comme si ça nous met un petit peu à la page pour un mois. Après ça, plus personne n'en parle. Ils sont là, ils sont nombreux, garçons et filles, à nous regarder ce soir. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de votre bouche de ce moment précis, particulier, où l'on célèbre le mois de l'histoire des Noirs? Ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que le mois de février, tout en étant, pour Montréal, en tout cas, un mois froid, ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est qu'on débute l'année, on part même ici à Montréal en sachant qu'on établit nos tranchées, on monte nos projets dès le début de l'année, et que c'est une chance formidable pour se faire parler de nous, et que c'est une vitrine qu'il faut qu'il continue à s'intéresser dedans, parce qu'il y a multiples facettes de notre histoire à découvrir. On parle de l'histoire du Canada, mais mon Dieu, si on regarde que chaque Noir est venu de quelque part et même transporte même en lui une histoire incroyable à chaque fois, alors on n'a pas fini de s'intéresser. Pour ce qui est de seulement sur 28 jours, 29 jours, on commence pas, le noir ne commence pas à être noir, bon, là est fini là. Alors, c'est de pousser pour que nos gouvernements fassent encore plus pour que ça soit même dans les livres d'histoire de façon pédagogique, tout d'abord, et ça, c'est pas fait encore, de produire beaucoup plus de livres et de produits qui vont faire état de l'histoire des Noirs partout à l'année longue pour qu'on puisse se le procurer. Alors ça serait déjà de grands avancements pour dire que pour plaire aux jeunes finalement. Et puis ça, on s'en va dans cette direction. Il y a les choses, mais il faut eux-mêmes qu'ils se responsabilisent pour trouver le goût et l'énergie pour s'investir aussi dans cette recherche et dans cette fierté, dans cette dignité noire que de porter ça, parce que d'être noir seulement, sans être rattaché à des valeurs universelles, des valeurs humaines,
comme Martin Luther King le disait, it's the content of your character that is important. It's not the color of your skin. C'est que ça, les jeunes, je crois, l'ont compris. Et c'est là-dessus quand même qu'on va juger un homme. Sauf qu'il faut qu'ils sachent que on nous sous-estime le noir trop souvent et qu'on nous a traités même moins qu'un homme, moins qu'une femme à certains moments de notre histoire. Et on rétablit la chose. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, avec grand plaisir. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions.